c'est inconcevable dans le monde normal du travail. T'as une deuxième vie, c'est pas possible. T'as une deuxième vie où t'es agent secret, où je faisais 2 continents chaque semaine. Tu m'as pris parce que tu estimes qu'il n'y a personne d'autre que moi qui peut faire ce job-là. Donc il faut me payer en conséquence. Donc là, je me retrouve à la tête d'une équipe de 5000 personnes avec 12-13 usines dans le monde. C'est une boîte qui fait à peu près 3 milliards de chiffre d'affaires. C'est une spécificité qui est quand même assez unique, c'est que tu as participé aux Jeux Olympiques sous la bannière de l'Algérie. Ouais. Tu as gagné un t-shirt et une médaille. Ouais. Et 0 €. Et 0 €. Ok. Bonjour Rafik. Bonjour Kamel. Merci pour ton temps et d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Bienvenue dans le podcast Atlas pour le programme Talent Up. Donc aujourd'hui, on va parler de ton parcours. Tu vas partager avec nous un peu tout le cheminement de ton parcours et aussi les enseignements, les difficultés, comment tu les as surmontés. Et je suis sûr que ça va être hyper intéressant pour les jeunes et les moins jeunes qui nous suivent. J'espère. Alors, ton profil est hyper intéressant puisque toi, tu allies à la fois la performance au niveau professionnel, mais aussi la performance sportive de haut niveau. Donc, tu as toujours voulu mener ces deux objectifs en parallèle. Ouais. Et aujourd'hui, bien sûr, tu as fait des grandes entreprises, à la fois dans le conseil, mais aussi dans l'industrie. Alors, on va commencer par le début. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter en 1 minute ? Écoute, Rafik Amran, mon parcours, il est simple. Je suis né d'un père algérien, d'une mère française, qui se sont rencontrés en Algérie. Je suis né à Alger. Et puis, ils se sont fait qu'assez vite. Ma famille est venue s'installer en France. Donc, j'ai principalement grandi en France, en région lyonnaise. Et voilà, tout mon parcours a commencé là. Et c'est en région lyonnaise à la fois que j'ai fait toutes mes études jusqu'au bac, mais que j'ai aussi rencontré le sport qui a été fondateur pour moi, qui est l'aviron, puisque c'est un sport qui est assez important et assez développé dans cette région. Et donc voilà, ça a été un peu le début de mon histoire et de mon parcours. Donc tu fais ton bac S, tu intègres l'UTC. L'Université de technologie de Compiègne. Mais en quelle spécialité ? Alors au début, c'est très particulier. Moi, j'avais une ambition qui était très forte, c'était de ne pas laisser tomber le sport. C'est-à-dire qu'assez tôt, j'ai compris que le sport et l'aviron étaient un pilier pour moi dans ma construction en tant qu'étudiant, mais aussi en tant qu'adulte. Et donc, j'ai fait le choix de ne pas rentrer dans une classe préparatoire aux grandes écoles, mais de faire une classe préparatoire intégrée dans une école. Et la raison pour laquelle j'ai voulu vraiment aller à Compiègne, c'est que cette école-là avait une structure de haut niveau, avec à Compiègne un très grand club français d'aviron. Et donc, ça venait cocher toutes les cases sur ce que je souhaitais faire ensuite. Donc, hyper intéressant ce que tu dis. Parcours d'excellence quand même. Pas de prépa. Université, prépa intégrée à l'UTC. Et en même temps, volonté quand même de poursuivre ta passion qui est l'aviron à haut niveau. Ouais. Et donc, l'UTC le propose. Ouais. L'UTC le propose et le propose dans une structure d'athlètes de haut niveau. Et ce qui était très intéressant, c'est que c'était nous, les athlètes, qui définissions comment on souhaitait que la structure se mette en place et quels besoins on avait pour réussir notre double programme, notre double objectif, à la fois de réussir nos études d'ingénieur et de continuer à progresser et à se développer dans notre sport. Et donc, c'était très enrichissant et aussi très responsabilisant de dire, voilà, on a besoin d'un kiné, on a besoin de préparation mentale, on a besoin parfois d'aménagement de nos emplois du temps pour pouvoir s'entraîner, pour pouvoir faire des compétitions internationales, etc. Et donc, très tôt, cette responsabilisation pour mener à bien ces 2 projets. Et donc, après, on va revenir dans le détail de ton parcours. Là, on va regarder un peu les grandes lignes. Et donc, du coup, tu fais l'UTC. Ouais. Et comment ça se passe ? C'est pas simple. Ça reste. Déjà, tu quittes le cocon familial. Je quitte le cocon familial. Je me retrouve à Compiègne, en Picardie, très loin de chez moi. Avec assez peu de moyens. Il fallait que je travaille à côté. Donc, je travaillais les étés, je donnais des cours pendant l'année pour pouvoir aussi financer mes études. Parce que tes parents, ils faisaient quoi ? Alors, mes parents sont enseignants. Mais mes parents aussi, très tôt, ont voulu me responsabiliser en me disant « Écoute, tu te débrouilles et tu te prends en charge ». Mais donc, mes parents m'aidaient, mais ça ne suffisait pas. Et donc, il fallait que je me débrouille aussi. Donc, très tôt, j'ai dû me responsabiliser, me rendre autonome. Et avec cette volonté d'y arriver sur ces deux objectifs. Donc, il fallait que je mette les moyens pour y arriver, quoi. Et donc, déjà, comment t'es tombé amoureux de l'aviron ? Alors ça, c'est un hasard total. À un moment donné, je cherchais un sport.
Et puis une connaissance de mes parents, qui travaille avec mes parents, dont le mari était entraîneur. Et donc, un jour, ma mère me dit, écoute, tiens, tu cherches un sport, on m'a parlé de l'aviron, il paraît que c'est bien. Et j'ai essayé et j'ai failli arrêter. Parce que l'aviron, c'est un sport ingrat. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose d'intéressant parce qu'on est beaucoup aujourd'hui dans des sports, les trucs, voilà, on joue, c'est agréable, etc. L'aviron, c'est un sport ingrat. D'abord, on arrive, on se cogne les mains, on saigne, il y a de l'eau, on se mouille. L'hiver, on est dehors, l'eau, elle est à 3 degrés. Des fois, on tombe dans l'eau, etc. Mais, au fur et à mesure, j'ai eu des déclics. J'ai commencé à sentir la glisse, à sentir le plaisir, à sentir ce que je faisais, quel impact ça avait sur l'équipage, sur le bateau, comment passer des paliers. C'était en équipe ou c'était solo? C'était principalement en équipe. Après, tu travailles en solo à un moment donné, mais le but de l'aviron, c'est quand même de trouver la cohésion d'équipe. D'accord, donc la symbiose entre et la synchronisation avec tout le monde. Et quand tu commences à trouver ces trucs-là, tu te dis, il y a du travail, et il y a du travail, et il y a un résultat. Et le résultat, il est éphémère, mais c'est ce que tu cherches, tu vois, à répéter. Et donc là, qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que ça t'a enseigné, l'aviron? Alors, l'aviron, moi, il y a toujours eu énormément de ponts, en fait, entre mon parcours professionnel et mon parcours sportif. C'est-à-dire qu'il y a des choses que j'ai appris dans le monde du travail qui m'ont aidé dans mon parcours sportif. Et il y a beaucoup de choses que j'ai appris dans mon parcours sportif, dans ma pratique de l'aviron, qui m'ont aidé dans mon professionnel. Le sport de haut niveau, déjà, c'est une exigence. C'est une exigence et c'est un engagement dans la durée. Un sport olympique, donc, comme l'aviron, qui est vraiment... l'aviron fait partie des premiers sports des Jeux olympiques modernes. Hein, depuis le retour des Jeux olympiques, l'aviron était au programme des premiers Jeux olympiques modernes. En fait, les athlètes qui veulent avoir une participation aux Jeux olympiques, ils se programment sur une période de 4 ans, voire de 8 ans. Généralement, les premiers Jeux, on y va, on participe. Ceux qui veulent vraiment... Ce n'est pas forcément sur leur premier jeu qu'ils atteignent les résultats, c'est les deuxièmes. Donc déjà, il y a cette programmation dans la durée. Cet investissement de se dire, là, je pars sur quelque chose où pendant les 4 prochaines années, les 8 prochaines années, j'ai un engagement. Pas forcément de vacances, je m'entraîne tous les jours. J'ai cet objectif, j'ai des étapes, etc. Donc cette rigueur, cette discipline de se dire, de toute façon, il n'y a pas d'autre chemin que ce chemin-là pour y arriver. Quand on l'applique dans le monde du travail, c'est phénoménal. On devient super performant. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, l'aviron, c'est un geste simple. C'est un geste, on pousse sur les jambes, on tire sur les bras, on revient. Et c'est un geste qu'on répète des milliards et des milliards de fois. Et qu'on répète des milliards et des milliards de fois pour atteindre le geste parfait. Et on ne l'atteint jamais. Donc on est constamment dans la recherche du pouillème de réglage qui va permettre d'atteindre ça. Et ça, c'est la même chose. Quand on l'applique dans le monde du travail en se disant, tiens, là... Et ce qu'on apprend aussi fortement, c'est cette remise en question, cette analyse. Tiens, j'ai fait ça, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas bien, où est-ce que je peux m'améliorer, qu'est-ce que je dois garder. Ça, quand on l'applique dans le monde du travail, que tous les jours on se pose cette question, tiens, aujourd'hui, dans telle réunion, quel a été mon impact, est-ce que là j'ai eu la bonne intervention, qu'est-ce que j'aurais pu améliorer, etc. Là aussi, les meilleurs font ça. Voilà. Et donc ces ponts, ils sont là systématiquement, en fait. Et ensuite, il y a aussi la symbiose, la synchronisation avec ton équipe. Voilà. Parce que tu n'es pas tout seul à réussir. Exactement. Tu ne peux pas réussir tout seul. Exactement. Tu peux réussir qu'en équipe. Et c'est là où l'entreprise, c'est pareil. Exactement. Et c'est là où le sport t'apprend des choses, parce que quand tu es dans le sport, tu vas avec des... Moi, ce que j'adore aujourd'hui dans ma pratique de l'avion, c'est que je suis avec des gens qui n'ont pas du tout la même vie que moi, qui n'ont pas du tout les mêmes métiers, les mêmes profils que moi. Par contre, quand on est sur la ligne de départ, il faut qu'on soit 100% aligné. Donc, comment on crée cet alignement? Comment on crée cette focalisation sur la vision de ce qu'on veut atteindre, l'engagement où tout le monde va se donner pour l'équipage, etc. Ça, quand on l'applique à l'entreprise, c'est fantastique. Et de la même manière, il y a des choses qu'on apprend sur le management dans l'entreprise, sur la gestion d'équipe, etc., sur la communication, qu'on n'apprend pas forcément dans le sport. Donc là aussi, on peut appliquer des choses dans le sport de haut niveau qu'on apprend dans le monde de l'entreprise. Voilà. Et donc, tout ça circule en permanence. Et toi, donc, tu as... Comment tu as fait pour mener les deux en même temps? Et on voit, moi j'ai pas mal de potes, on était au collège, au lycée, même après le bac, ils voulaient vraiment, se sont donnés énormément dans le sport, et ils ont aussi délaissé les études. Ouais. Ensuite, je pense qu'ils ont regretté. Toi, comment tu as appréhendé ça? Et c'est quoi ton message aux jeunes?
qui aiment un sport et qui veulent vraiment. Ouais. Je pense que c'est un très bon sujet. Alors, moi, là, quelque part, la chance que j'ai eue, c'est que l'aviron, c'est un sport très, très, très amateur. Il y a quelques rameurs qui en vivent, mais qui sont sponsorisés par des entreprises, etc. Mais juste une image. Hein. Quand on est champion de France, on a la médaille d'or et un t-shirt avec écrit champion de France. Mais les deuxièmes et les troisièmes sur le podium, ils ont la médaille d'argent, la médaille de bronze, ils n'ont même pas de t-shirt. Terminé. Et toi, rappelle-nous un peu ton palmarès. Moi, j'ai été plusieurs fois champion de France élite, donc c'est-à-dire vraiment avec les athlètes d'équipe de France qui vont aux Jeux Olympiques, voilà, et pas que d'équipe de France, puisque il y a des athlètes d'autres pays aussi qui viennent au championnat de France. Hein. C'est un peu comme les clubs de foot, etc. Il y a des athlètes internationaux qui viennent dans les clubs. Donc, tu as gagné un t-shirt et une médaille. Voilà. Et 0 €. Et 0 €. Si mon club m'a dit bravo, allez, on t'offre ta licence pour l'an prochain. Voilà. Mais c'est pas tous les clubs qui le font. Donc le driver, c'est pas l'argent. Donc le driver, c'est pas l'argent. Et moi, ce qui était très important, c'est que j'ai toujours compris que le sport, c'est pas ça qui va me faire manger. Le sport, d'abord, il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Même ceux qui sont élus, les quelques, à un moment donné, il y a une blessure, il y a un problème, et on a plus rien. Et puis une carrière sportive, c'est court. C'est-à-dire qu'une carrière sportive, au mieux, allez, c'est 18, 20 ans, jusqu'à 30, 35, 40 ans. Pendant ces années-là, même si on gagne bien sa vie, il faut pouvoir accumuler, etc. pour le reste. Donc, les gens qui ont ces moyens-là, ils sont très, très peu nombreux. Donc, d'avoir cette ambition-là, il en faut. Il y a des gens qui sont très talentueux et c'est super. Mais il faut être aussi réaliste. C'est pas en devenant un footballeur professionnel, etc., qu'on va vraiment réussir sa vie. On peut le faire, mais il faut avoir toujours un plan B. Et toi, si je résume, tu as voulu être le meilleur ou parmi les meilleurs, mais en même temps, tu t'es dit, je veux aussi être très très bon dans mes études pour avoir un bon job. Ouais, alors j'ai voulu être le meilleur, mais j'ai jamais été le meilleur. On n'est jamais le meilleur. Je pense aussi. Ouais, on est champion de France, mais après, il y a oui, mais je veux dire, l'Europe, il y a le monde. Quand on va au niveau international, là, on se prend une claque et on se rend compte que il y a toujours meilleur. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as été dans la quête de l'excellence. Dans la quête de l'excellence, voilà. D'accord. Et tu as aussi été dans la quête de l'excellence dans les études. Ouais. Donc dans les deux, et c'est possible. La preuve, tu es en face de moi. Ouais. Donc moi, ce que je veux partager avec les jeunes, c'est que tu peux t'amuser et être hyper performant et être à la quête de l'excellence dans le sport. Et donc, c'est ton plaisir et vas-y. Mais en même temps, il faut pas du tout délaisser les études. Exactement. Et c'est pas antinomique. D'ailleurs, aux États-Unis, tu es obligé de faire les deux. Ah oui. Les gens de la NBA, ils vont à l'université. Ouais. Tous les parcours professionnels sportifs aux États-Unis, ils passent tous par des parcours universitaires avec des bourses, etc. Et ceux qui n'y arrivent pas, ils ont un diplôme. Et donc ça, c'est hyper important. C'est hyper important d'avoir ces deux skis, en fait, hein, d'avoir les pieds sur deux skis et de pas en lâcher un, quoi. Voilà. Et donc, là, tu es diplômé de l'UTC. Ouais. Est-ce que tu as fait des stages ? Ouais, j'ai fait des stages. Donc, comment tu les as trouvés ? C'était quoi les stages ? Qu'est-ce que tu as... aussi, très belle histoire. L'UTC aussi, c'est une des premières... Je crois que c'est la première école en France, la première école d'ingénieurs qui obligeait ses étudiants à partir au moins 6 mois à l'étranger, 6 mois à 1 an, et à faire 6 mois de stage à l'étranger. Donc moi, en 3e année, je me suis dit, j'ai envie de changer d'air, j'ai envie de voir autre chose. Et je suis parti au Brésil. Je suis parti au Brésil, dans une université brésilienne. Donc, j'ai étudié pendant 6 mois. J'étais donc à Curitiba, c'est une grande ville industrielle du sud du Brésil, où il y a un gros bassin automobile. Et j'ai étudié là-bas pendant 6 mois. Et j'ai fait un stage pendant 6 mois dans une usine automobile qui était en construction et qui démarrait. Donc, c'était Volkswagen Audi qui construisait une nouvelle usine. À côté, il y avait l'usine Renault, où je pouvais aussi faire un stage, mais il y avait plein de Français, plein de gens qui avaient fait l'UTC aussi, donc je me suis dit, c'est pas les conditions où je vais être le plus hors de ma zone de confort, donc j'ai préféré prendre un autre stage dans un endroit où je connaissais personne, avec des Allemands. Donc tu cherches quand même toujours la difficulté. Si on est dans la simplicité, on apprend moins. Ah. Donc, il faut oser aller vers la difficulté. Il ne faut pas aller vers la difficulté extrême, mais il faut aller vers systématiquement vers un peu d'inconfort. Ce qui va faire ensuite ta valeur sur le marché. Ce qui va faire ta valeur sur le marché. Et ta singularité. Ce qui va faire que c'est là où tu apprends des choses sur toi. Tu apprends des choses sur ce qui se passe autour.
Si tu restes dans quelque chose que tu sais déjà faire, ouais, tu peux performer, mais tu vas pas performer longtemps. Parce que tu continues pas à apprendre et tu À continues côté, pas à tu auras ouvrir ton quelqu'un champ. qui sera mis hors de sa zone de confort, qui aurait pu plus, qui sera plus musclé, Ouais. et donc aura plus de compétences. Ouais, c'est ça. Et donc, profil C'est ça. égal UTC. C'est ça. Après, t'es pas pris et l'autre est pris parce qu'il est plus costaud, quoi. Ouais. Ok. Et donc, qu'est-ce que tu as appris dans ce stage au Brésil? Bah déjà, j'ai appris une culture différente, j'ai appris une langue. Je suis arrivé au Brésil, je savais pas parler portugais. Donc j'ai appris là-bas, sur place. Et j'ai appris aussi le monde, en fait. La variété du monde, la grandeur et la complexité du monde. Je pense qu'on oublie à quel point le monde est complexe. Et ça, c'est un autre message que je veux passer, c'est il faut voyager, il faut aller voir ailleurs, il faut apprendre d'autres langues, il faut s'immerger aussi dans d'autres cultures. Pas rester entre étudiants, machin. Il faut y aller vivre dans des familles étrangères, s'imprégner d'autres cultures et d'autres réalités et de comprendre que le monde, il est très, très varié, en fait. Il n'y a pas une réalité. Il y a des Il n'y a pas aussi réalités une multiples. façon de penser. Exactement. Il n'y a pas une façon de penser, il n'y a pas une façon de vivre. Et que le monde, il est composé de cette diversité et qu'il faut accepter et comprendre Et cette pourquoi, diversité. pourquoi tu en as besoin? Mais parce que je pense que sinon, on rate beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à comprendre si on n'a pas cette ouverture-là. Et si on n'arrive pas, par exemple, à se projeter, à se dire mais qu'est-ce qui se passe en Chine? Voilà, aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, tout le monde devrait essayer d'aller passer un peu de temps en Chine pour comprendre ce qui se passe en Asie. Si on n'a pas cette compréhension-là et cette vue-là et qu'on ne comprend pas qu'il se passe quelque chose qui est des multiples de ce qu'on peut vivre ici, on rate quelque chose. On oublie quelque chose dans l'équation de l'économie, du monde de travail, de l'entrepreneuriat, etc. Et en quoi c'est un problème? Bah, c'est un problème parce que Finalement, moi, j'habite à Paris, j'ai mon train-train, je suis dans une entreprise. En quoi ça va m'impacter? Pourquoi je vais faire l'effort? J'ai 15, 20 ans, 30, 25 ans. Pourquoi je vais faire l'effort d'aller en Chine, d'essayer de comprendre le monde? De toute façon, c'est très loin de moi. Et de toute façon, j'y peux rien. Moi, je suis à Paris, je travaille dans une boîte. Parce qu'à un moment donné ou à un autre, ce monde-là, il te rattrape. Il va t'impacter, en fait. Il va t'impacter. Et ce monde-là, si toi, tu vas pas à lui, de toute façon, il vient à toi. Et s'il vient à toi et que tu n'es pas C'est prêt, une bonne nouvelle. c'est trop tard. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir cette ouverture et qu'il ne faut pas Et hésiter. ça permet d'anticiper le monde de demain. Ouais. Je suis convaincu de ça aussi. D'accord. Donc, première expérience professionnelle à l'étranger. Ouais. Tu apprends énormément, une autre culture, un métier aussi, une industrie, l'automobile. Tu rentres en France. Je rentre en France, je termine mes études, je continue le sport que j'avais continué là-bas, avec le projet de faire les Jeux Olympiques et de faire une carrière internationale en aviron. Donc j'avais déjà ce projet-là. On va continuer sur la partie pro et académique. Donc tu rentres et qu'est-ce que tu fais? Ben, je termine mes études et là, il faut que je trouve du travail. Ouais. Et là, c'était une époque où il y avait quand même relativement du choix dans l'emploi. On est en quelle année là? Là, on est en 2001. Mais mon père, qui a un petit peu d'expérience et qui a vécu des choses, me dit « Choisis la bonne entreprise ». Et donc, j'avais plein d'options. Je pouvais rester près de l'endroit où je vivais. Mais en fait, je me suis dit non, il faut que j'aille là où je vais continuer à apprendre. En fait, l'école d'ingénieur, l'université, c'est juste une première marche de l'apprentissage. Le vrai apprentissage, il continue dans le monde du travail. Et là, je pense que ce qui est vraiment important, c'est son premier job et sa première boîte. C'est clair. Quand je regarde, moi aujourd'hui, je recrute régulièrement des gens. Toutes les semaines, je regarde des CV, etc. Peut-être que 5 à 10% de l'intérêt que je vais avoir pour le CV, c'est la formation. C'est quelle école d'ingénieur, quelle université, quelle école de commerce, etc. 90% de ce qui m'intéresse, c'est le parcours. C'est la première boîte. C'est combien de temps dans les entreprises. C'est combien de temps dans chaque rôle. Aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes qui veulent changer, etc. Donc, quelqu'un qui fait 6 mois, 1 an, Je éliminé. prends le CV, je le mets de côté. Pourquoi? Parce que là encore, il y a cette question de temporalité. Quand on fait quelque chose, si on veut voir l'impact de ce qu'on fait, si on veut se rendre compte de tiens, j'ai eu tel projet
il faut un peu de temps pour derrière voir. Surtout pour accomplir, il faut du temps. Voilà, il faut du temps pour accomplir, et puis il faut du temps pour voir l'impact. Donc moi, je dis toujours aux gens, mais moins de 3 ans dans un rôle, c'est pas assez. Vous n'allez pas apprendre et vous n'allez pas repartir avec un bagage. Vous n'allez pas repartir avec les conclusions de voilà ce que j'ai appris, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai bien fait, voilà ce que je peux faire mieux. Et donc, dans mon prochain job, voilà ce que je ferai. Et même chose, les entreprises. Changer d'entreprise tous les 3 à 5 ans, c'est compliqué. Ça donne pas forcément l'envie aussi à un recruteur de se dire tiens, mais cette personne, si elle vient, finalement, elle va rester 3 ans. Ou est-ce qu'elle a envie de s'inscrire dans la durée? À moi, c'est éliminatoire. Tout ce que tu dis, c'est éliminatoire. Parce que toi, tu vas investir dans cette personne-là. Ouais. Tu vas lui transmettre de la connaissance, de l'expertise, etc. Donc, c'est un investissement. L'investissement, il faut un retour sur investissement. Il ne peut pas être aussi court. Exactement. Et donc, je pense que vraiment, j'insiste, c'est important de choisir son premier job. Alors, on n'a pas toujours le choix, mais en tout cas, de se poser les bonnes questions, d'avoir une connaissance, de se poser des questions sur qu'est-ce qui fait la spécificité de chaque entreprise, de rencontrer des gens de ces entreprises. Moi, je suis souvent sollicité par des jeunes qui m'envoient un email comme ça, et c'est hyper intéressant en tant qu'employeur, en tant que personne dans le monde du travail, etc., d'avoir ces échanges-là. Bah surtout, tu te dis qu'il est hyper motivé. Ouais, il est motivé et puis il a envie de comprendre. Et donc, je pense qu'il ne faut pas aussi hésiter à aller vers les gens. C'est pas grave si vous recevez des refus, c'est pas grave. Sur 10 demandes, il y en a peut-être 9, mais il y en aura une où il y aura surtout quelqu'un qui va dire, que par rapport aux années 2000, aujourd'hui, tu as LinkedIn, tu peux contacter tout le monde. Ouais. Donc c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Et après, je pense que ce qui est très important aussi, c'est le contact humain. C'est la connexion. Moi, tous mes choix professionnels, ça a été des choix sur les gens que j'ai rencontrés. Donc effectivement, mon premier job, je me suis dit, je veux aller dans cette société. Et donc en l'occurrence, je suis rentré chez Toyota, qui était en train de construire une usine à Valenciennes, dans le Nord. Donc là, je suis parti dans le Nord, dans le froid, au milieu des champs de betteraves. Voilà. C'était pas forcément le truc dont on a envie quand on commence dans le monde du travail. Là, je me suis dit, non, je fais cet investissement parce que je vais apprendre, ça va être ma deuxième école d'ingénieur Toyota. Et c'est le cas. Et surtout, Toyota, très grande expertise, expérience, numéro 1 mondial pendant longtemps. Voilà. Qui reste une référence sur toutes les méthodes Lean. Et donc, j'ai appris le Lean Manufacturing à la source, à Valenciennes, mais aussi au Japon. J'ai passé beaucoup de temps avec mes maîtres japonais, mes sensei, etc. Donc, je pense que ce premier job, il est important. Et il est important de faire ces connexions et d'aller rencontrer les gens et de parler aux gens. Et après, tout le reste de ma carrière, ça a été en fait des opportunités et des rencontres. Et il y a des fois où il y a des moments où j'ai fait des choix où je ne connaissais même pas l'industrie. Mais j'ai rencontré des gens où je me suis dit, j'ai envie de bosser avec ces gens-là. J'ai envie de bosser là. À aucun moment, tu t'es dit, est-ce que je suis vraiment capable de relever ce défi-là? Peut-être que je suis pas assez, j'ai pas les skills, ou est-ce que tu as douté? Ou tu t'es dit, non, je me pose même pas la question, je fonce? Alors, à tous les moments, je me suis dit ça. À tous les moments. Et aussi, j'ai eu une éducation où on m'a toujours dit, avec ton prénom, ça va pas être simple. Il va falloir que tu fasses plus que les autres. Il va falloir que tu montres plus que les autres. Il va falloir. Donc, bien sûr que ce doute, il est là en permanence, ce truc de se dire, mais en même temps, à un moment donné, si on ne se jette pas dans l'eau, on ne fait jamais rien. Donc, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est de faire des choix. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. C'est à un moment donné d'avoir des situations où on se dit, là, j'y vais. J'y vais, je fais le maximum, je fais de mon mieux, je me donne les moyens. Ça marche pas, c'est pas grave. Mais j'y vais. Voilà. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, il faut que les jeunes ils aient pas peur de se dire j'y vais. Et pas je recule, non, je vais pas y arriver, non, c'est trop compliqué, non, j'ai pas envie. Il faut y aller et il y aura toujours un apprentissage, il y aura toujours une expérience. C'est quoi qui guide tes choix? C'est la rémunération? C'est quoi? Non. Alors, parce que tous les gens que j'interviewe me disent non, c'est pas la rémunération. À la fin, ils font 1 million par an. Donc, arrête, dites-moi la vérité, les gars. Mais parce que c'est la vérité. C'est pas la rémunération. Et là, je vais reprendre le parallèle du sport. C'est exactement la même chose. Pour moi, l'aviron, quand je suis au départ d'une course, mon objectif, c'est pas de gagner la course. Ça, c'est une conséquence. C'est une conséquence d'un alignement de on a le bon geste technique,
on a la bonne cohésion, on va savoir mettre en place la bonne stratégie, on va savoir trouver au moment clé le truc en plus pour se surpasser et pour repousser nos limites. Quand on met toutes ces pièces-là ensemble, on fait une super course et à la fin, qu'est-ce qui se passe ? Souvent, on gagne la course. Donc, c'est pas une course d'aviron, on va jamais passer son temps à regarder l'autre et à dire il faut que je le batte. Non, on est dans son truc et on se dit là, je travaille sur ce que j'ai à faire. Tu fais ce que tu peux, tu fais de ton mieux. Tu fais de ton mieux. Tu fais ce que tu peux au mieux. Voilà, et t'optimises tout ce que tu peux optimiser, tous les critères que tu peux optimiser. Et après, c'est le verdict. Quoi. Et après, c'est le verdict. Soit tu étais meilleur, soit tu l'as pas été. Voilà. Mais en tout cas, tu as tout donné. Voilà. Et je préfère terminer 5e d'une course. Et tu as tout donné. Où j'ai tout donné et où je sais que j'aurais pas pu faire mieux. Parce que et j'ai pris un kiff énorme parce qu'on s'est fait plaisir et on a trouvé ce truc où on était ensemble et on a vraiment optimisé toute la performance qu'on pouvait avoir. Que gagner une course en étant loin devant, mais en ayant mal ramé, en s'étant pas fait plaisir. Il n'y a pas d'intérêt. Et ben dans le monde du travail, c'est la même chose. Le monde du travail, c'est qu'est-ce que je peux faire pour faire le mieux ? Qu'est-ce que je peux faire avec les moyens que j'ai, avec mon équipe, avec les compétences que j'ai autour de moi pour faire le mieux ? Si je vis ça, si je travaille ça, je ferai toujours quelque chose de bien. Il y a des gens qui vont me dire oui, mais parfois, c'est pas moi, c'est les autres. Mais c'est toujours les autres. On peut toujours trouver des excuses. Dans un bateau d'aviron, il y en a toujours un qui est moins bon. Et le bateau, il va toujours à la vitesse du moins bon. Mais qu'est-ce qu'on fait collectivement pour que le moins bon, on l'élève ? Pour que le moins bon, il se sublime ? Eh ben, on travaille ensemble, on intègre, et on est une équipe. Et on part du principe que si on n'est pas ensemble, et si on n'est pas une équipe, on n'y arrivera pas. Il y a pas de. Qu'est-ce que tu dis à cet coéquipier qui est moins bon ? Tu peux pas le rendre bon. Tu le rends bon ? Mais si tu le rends bon, comment tu fais ? Parce que d'abord tu lui donnes ta confiance. Ah. Parce que d'abord tu le valorises, tu lui donnes une place, tu lui donnes un rôle, et tu lui donnes des moyens. Tu parles de technique, tu t'entraînes avec lui. Moi j'ai appris, il y a des gens qui ont été très importants dans mon parcours professionnel, qui ont été des modèles, etc. Et il y a des gens qui ont été très importants dans mon parcours sportif. Mon coéquipier de mon club, Frédéric, pour le nommer, c'est quelqu'un avec qui j'ai ramé pendant 10 ans. J'étais junior, on était 2. Je l'ai retrouvé, il revenait des championnats du monde, champion du monde junior, et je me retrouvais à ramer avec lui. On avait 10 niveaux d'écart. Mais on a travaillé ensemble, il m'a pris sous son aile, il m'a transmis des choses, et moi, je me suis dit, je suis ce parcours-là. Donc, tout est toujours comme ça, un effet de transmission. Et donc, il faut aller vers les gens qui nous inspirent et les gens qui peuvent nous montrer des choses, et il faut ceux qui sont en condition de le faire prennent les autres sous leur aile et les amènent. Et donc, c'est aller l'un vers l'autre. Et là, dans le monde professionnel, tu as eu aussi des hommes et des femmes qui t'ont donné leur confiance et qui t'ont permis à chaque fois de passer à l'étape d'après. Oui, bien sûr. Et comment tu les trouves, ces gens ? Il faut discuter, échanger, rencontrer. C'est là où c'est important de ne pas avoir peur d'aller vers les autres. De ne pas avoir peur d'investir du temps, d'aller rencontrer des gens, d'aller solliciter des gens. Et si tu envoies un mail à quelqu'un, il ne te répond pas, et tu fais quoi ? C'est pas grave. Bon, on renvoie un mail, on dit écoutez, voilà, vous n'avez peut-être pas vu mon mail, je serais vraiment ravi de vous rencontrer, je comprends. Donc tu insistes. Ouais, on insiste une fois, et puis il y a des gens qui vont répondre. Moi, par exemple, je trouve ça bizarre que les jeunes t'envoient un mail, puis tu réponds pas parce que toi, tu es occupé, tu as plein de trucs à faire, et ils t'envoient pas un deuxième. Exactement. Moi, quand je demande de l'aide, j'en envoie 10. Soit il me dit j'ai pas envie, soit à un moment donné, il va me dire oui. Et j'ai rien perdu. Et puis, j'ai tout à gagner. Et puis, il y a des mails que je reçois. Tout de suite, dans un mail, on va voir. Ou dans un message vocal. La personne... Il y a des mails, on a envie de répondre tout de suite. Et puis, il y a des mails, on se dit non, mais... Non. Donc, c'est aussi l'authenticité. Si on est capable d'expliquer, voilà, j'ai vraiment envie de vous rencontrer, vous savez, parce que voilà, j'ai vu ça, j'ai entendu ça, j'aimerais comprendre ça. Là, tout de suite, ça crée une connexion. En gros, tu dis que ce soit dans le sport ou dans le pro, tu peux pas réussir tout seul. Tu peux jamais réussir tout seul. Les gens qui pensent ça, oublie. Donc à chaque fois, tu dois déjà, c'est l'humain. C'est l'humain. Bien sûr, c'est identifier tes rôles modèles, les contacter, trouver cette connexion, et puis après, il faut travailler. Et donc là, tu rentres chez Toyota. Ouais.
Donc là, tu découvres un monde. Je découvre un monde fantastique, une famille. Toyota, c'est la famille Toyota. Tu parlais de transmission. Toyota, c'est ça que je découvre. Je découvre des gens qui sont là depuis 30 ans, 40 ans, qui m'accueillent, des maîtres japonais, donc des sensei qui venaient du Japon, qui avaient travaillé dans toutes les usines du Japon, dans plein d'usines dans le monde, et qui me prennent et qui me forment. Et qui me forment sans concession. Voilà. Et ça, c'est aussi important. Et donc, j'apprends, c'est une deuxième école. Et j'apprends, et je suis passionné par ce que j'apprends, parce que je découvre, et par la perfection du modèle que je découvre. Voilà. Et donc ça me donne envie de continuer à apprendre. Et donc, j'ai un premier rôle, très vite, j'ai un deuxième rôle qui m'amène à aller beaucoup au Japon, à passer beaucoup de temps avec des collègues japonais, à m'imprégner encore plus de cette culture à la fois japonaise et Toyota, qui est fortement imbriquée, qui est une culture du respect, de l'humilité, du terrain, de passer du temps sur le terrain. La réalité, elle se passe sur le terrain, c'est pas dans les bureaux, c'est pas sur des PowerPoint, etc. Donc tout ça se diffuse et ça s'imprègne. Voilà. Tu as commencé avec quel rôle? Et Ouais. En fait, c'est quoi les différents rôles que tu as Donc, au bout de combien de temps? mon premier rôle chez Toyota, je suis arrivé en tant qu'ingénieur de production sur l'atelier d'assemblage. Donc, je n'avais pas la responsabilité des équipes de production sur les 100 derniers processus d'assemblage de l'usine. Donc, dans l'atelier d'assemblage, on avait coupé en plusieurs rôles et moi, j'avais 80 à 100 derniers processus. Et où, en gros, je récupérais la voiture arrivée sur mes lignes sans les roues, mais déjà avec le moteur, avec le tableau de bord, et on faisait tout l'habillage externe, les phares, l'antenne, les pare-brises, les roues, les sièges, etc., les portes. Et à la fin, la voiture, elle démarrait et elle sortait pour qu'on puisse la vendre et la distribuer. Voilà. Et donc, mon rôle, c'était de faire en sorte que toute cette partie-là, avec tous les processus d'assemblage, toutes les modifications, parce qu'en fait, une voiture, ce que les gens ne savent pas, c'est que les pièces, elles changent en permanence. Il y a des évolutions, il y a des optimisations en permanence. On va changer une vis, on va changer un phare. Donc tous les jours, il y a des évolutions. Ces évolutions, elles amènent des changements d'outils, des changements de processus d'assemblage. Donc mon rôle, c'était d'amener tout ça et de coordonner tout ça pour que l'opération d'assemblage se passe le mieux possible et qu'il n'y ait pas de perturbation et surtout pas de perte de temps. D'accord. Et second rôle? Et donc mon second rôle, comme cette activité s'était bien passée, on m'a demandé de prendre la responsabilité du développement d'une nouvelle Yaris. Et donc, il fallait développer tout, travailler avec les designers pour faire ce qu'on appelle l'industrialisation. Donc, comment on s'assure que le véhicule, on peut le monter, et on peut le monter le plus rapidement, le plus efficacement possible, et avec la meilleure qualité possible. Toute l'identification et le travail et la qualification des outils, puisqu'il y a des outils spéciaux pour faire certains types d'assemblage. Donc, il faut aller développer les outils, les réceptionner, les mettre en place, etc. Et bien sûr, la définition de tous les processus de travail pour optimiser ces processus et pour que cet assemblage il soit le plus efficace et le plus rapide possible. Voilà. Et là, c'était ton dernier poste chez Toyota? Et donc, c'était mon dernier poste chez Toyota. Et pourquoi tu es parti? Alors, je suis parti et ça a été un déchirement. Et c'est marrant parce que j'ai rêvé pendant peut-être encore 15 ans de cette usine de Toyota. Wow. Mais à l'époque, Toyota, il n'y avait que les Japonais qui pouvaient aller d'une usine à l'autre, etc. Et donc, on me proposait, après ce projet que j'ai terminé, on me proposait des rôles, mais qui n'avaient pas forcément de cohérence et qui n'étaient pas en lien avec ce qu'on me disait sur, écoute, on veut te développer, on veut... Voilà. Et à ce moment-là, j'ai été sollicité par McKinsey, qui essayait de monter, une practice opération avec des gens avec de l'expérience, et en particulier avec des gens avec cette expérience Lean. Et ça a fait tilt parce que je me suis dit, ce que j'ai appris là chez Toyota dans l'automobile, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément de faire de l'automobile toute ma vie et de répéter ce que j'ai appris là pendant ces années dans cette industrie. Ce qui m'intéresse, c'est ce que j'ai appris là, comment je l'adapte et je le déploie dans d'autres industries. Comment je peux aller voir, et là encore, cette envie d'apprendre, de voir d'autres industries, de voir d'autres modèles, d'autres environnements, de voyager. Et donc, je me suis dit, allez. Et donc, j'ai passé... Alors, le processus de recrutement chez McKinsey, c'est particulier. Hein. C'est un peu le parcours du combattant. Mais tu t'es préparé? Bien sûr, je me suis préparé. Mais comment tu t'es préparé? Tu connaissais déjà des gens qui étaient chez Alors, McKinsey? je connaissais quelques personnes. Mais tu les as contactés? Mais je les ai contactés.
Et puis surtout, d'abord, c'était des gens qui me connaissaient, qui étaient rentrés chez McKinsey, qui avaient donné mon nom. Parce que ça se passe aussi beaucoup. Et c'est là encore où le réseau est important et d'avoir des contacts. Et voilà. Et puis après, en fait, dès qu'on cherche un peu, on trouve plein de choses. Sur le site de McKinsey, il y a les études de cas, il y a l'explication du processus. Donc, si on cherche un peu et qu'on veut être prêt, il y a tout ce qu'il faut pour se préparer. Et après, c'est s'entraîner. Et là, on revient sur le sport. C'est OK, j'y vais, je répète et je refais jusqu'au moment où je me sens prêt pour aller passer les entretiens et faire ces fameuses études de cas où on est testé et qui sont pour moi... encore aujourd'hui, je fais des études de cas dans mes entretiens. Je pense qu'il n'y a rien de tel qu'une étude de cas pour tester la compétence, la capacité de réflexion, la capacité de structurer un problème, de structurer une réponse, la capacité d'être surpris, parce qu'on peut trouver des études de cas très surprenantes, et comment les gens réagissent. Et il y a des gens qui parlent très bien, qui présentent très bien, mais dès qu'on les met face à un problème, il n'y a plus personne. C'est clair. Voilà. Et donc, c'est ça aussi qui est intéressant dans ce parcours-là, d'études de cas et d'apprendre. Donc toi, tu rentres chez McKinsey. Je rentre chez McKinsey. Comment ça se passe? Alors, je passe de l'usine à Valenciennes, au milieu des champs de betteraves, à McKinsey, avenue des Champs-Élysées. Magnifique. Magnifique, mais gros gap, avec des gens qui n'ont pas le même parcours que moi, des gens qui ont fait que des très grandes écoles, qui ont des parcours qui sont issus de milieux aussi parisiens, etc. Donc il y a un gap même de mindset, de codes sociaux. Ouais. Et donc, d'ailleurs, c'est ce que nous, on essaie d'inculquer aux jeunes qu'on coach dans Talent Up. Et pourquoi, justement, c'est intéressant de leur dire en quoi c'est important. Pourquoi c'est un problème et pourquoi d'appréhender ces sujets-là, c'est hyper important pour l'avenir. Parce que c'est important, parce qu'il y a une chose qu'on apprend très peu à l'école, c'est que le savoir-faire, c'est une partie de la compétence et de l'attente. Il y a le savoir-faire et le savoir-être. Et tous ces codes qui sont pas communiqués, qui sont pas connus, qui sont pas visibles, on ne peut pas avoir un impact sur le savoir-faire si on ne maîtrise pas ces codes sur le savoir-être. Des exemples, typiquement, c'est que ce qui est super intéressant quand on fait du conseil, et quand on est chez McKinsey, c'est qu'on va se retrouver effectivement dans des bureaux sur les Champs-Élysées, qu'on va rencontrer des PDG du CAC 40, etc. Mais que le lendemain, on va être dans une usine, dans une aciérie, dans une mine, avec des gens qui n'ont pas du tout les mêmes codes, le même vocabulaire, les mêmes centres d'intérêt. Et donc, il faut savoir s'adapter aux deux. Il faut savoir parler cette langue qui est totalement implicite. Et comment on s'adapte à ça. Et encore une fois, le but, c'est qu'on n'a pas le choix, parce que si on veut pouvoir échanger, si on peut pouvoir communiquer, il faut apprendre ces codes. Et ces codes, il n'y a pas de manuel, il n'y a pas d'école, c'est de l'observation. C'est de l'observation, c'est là aussi d'avoir des gens, de trouver des gens, des mentors, des gens qui connaissent ces codes, qui peuvent un peu expliquer, qui peuvent... des gens à qui on a confiance. Mais c'est dans les deux sens. Moi, je me suis retrouvé avec des gens dans des usines, des consultants dans des usines qui arrivaient avec le costume, les boutons de manchette, et ça passe pas. Donc, ces gens-là aussi doivent s'adapter au code de l'usine. C'est-à-dire, tu vas pas pouvoir parler à l'opérateur là qui fait les 3-8 et qui vient de passer sa nuit avec ta belle chemise. Qui touche 1 200 € par mois. Donc toi aussi, c'est une adaptation. C'est pas une adaptation que dans un sens, c'est une adaptation dans tous les niveaux. Et donc ça, c'est très important de comprendre ça. Mais en quoi, à la rigueur, ils vont te dire, bon, très bien, il est en chemise, bouton de manchette. En quoi ça t'empêche de faire ton travail et en quoi c'est une difficulté? Mais parce que t'es pas écouté. Tu n'es pas dans le schéma. Parce que ton travail, c'est aussi comment tu communiques ton travail, comment tu te comportes, Donc, la manière dont tu t'habilles, la manière dont tu te déplaces, la manière dont tu te tiens, tout ça, c'est un vecteur de communication de ton travail et de ton impact et de ta performance. Et donc ça, c'est aussi très important que les jeunes le comprennent et que
Ça prend du temps, il faut cette capacité d'observation, il faut trouver des gens qui peuvent aider, Et expliquer. à la fin, de toute façon, le métier de consultant, c'est aussi beaucoup d'humain. C'est-à-dire que si t'es pas accepté par les opérationnels, t'as pas les infos qui vont bien, ou tu les as mal, ou tu les as pas rapidement, et donc tu peux pas faire correctement ta mission. Exactement. Donc il faut fitter avec la culture des gens qui sont en face de toi, quoi. Exactement. Moi, ce qui m'a passionné dans le conseil et chez McKinsey, c'est que moi, je suis resté 8 ans. Je pensais pas au début rester aussi longtemps. Mais je faisais des missions qui étaient très longues, qui duraient 6, 9 mois, 1 an, parfois plus d'1 an, et où j'étais dans la transformation humaine de la performance et du management. Et donc, j'apportais à des managers, à des équipes, des méthodes de travail différentes pour libérer le potentiel et libérer la performance. Et donc, moi, ce qui m'a passionné, c'est qu'on arrive, on est les consultants, les men in black, machin, etc. Tout de suite, on a du pushback, vous n'allez pas nous apprendre notre métier, vous y connaissez rien, machin, etc. Puis au fur et à mesure, on crée cette relation. On comprend les codes. On rentre dans les codes, que ce soit une aciérie, que ce soit une banque d'investissement, parce qu'on fait ça, voilà, il y a de tout. Et à un moment donné, on arrive à trouver ce canal de communication pour faire passer les messages. Et moi, ce qui m'a passionné, c'est voir les gens se transformer, s'ouvrir, se transformer, et à un moment dire, attends, mais en fait, ce que tu me dis, ça m'intéresse. Et ce que tu me dis, en fait, là, c'est en train de m'aider. Comment tu peux plus m'aider, etc. Et de passer d'une relation de consultant à une relation de coaching. C'est-à-dire que moi, toutes mes missions, à la fin, j'y retournais 2 jours par mois, etc. Et je restais dans la durée avec mes clients sur du coaching et de l'accompagnement des leaders dans la durée, et où on était dans une relation très personnelle. Je pense que je ne serais pas resté dans le conseil si j'avais dû faire des rapports stratégiques en 3 semaines, rendre un document de 300 pages et puis passer au suivant sans avoir aucune idée de ce que le client allait mettre en œuvre, pas mettre en œuvre, etc. Je pense que je me serais très vite épuisé. Moi, c'était toute cette transformation et de voir toute l'évolution. Tu as besoin de voir à chaque fois le résultat, en fait, de ton effort. Ouais. Le résultat sur la performance et le résultat sur les gens. Le résultat sur l'humain. Donc pour toi, c'est ça le conseil. Ouais. 8 ans se passent. Ouais. Et là, pourquoi tu pars ? Et là, pourquoi je pars ? Parce que d'abord, le conseil, c'est extrêmement usant, éprouvant. Je passais ma vie dans les avions. Hein. J'ai eu des périodes où je faisais 2 continents chaque semaine. Hein. Je passais 2 jours sur un continent, je revenais, voilà. Je passais mes nuits dans l'avion, j'arrivais le matin à 6h du matin, je prenais une douche, j'allais chez le client, etc. Donc c'est usant. Et en parallèle, t'as une vie de famille, t'es marié. En parallèle, non, t'as pas de vie de famille. Ah, mais t'étais marié à ce moment-là ? Non. Ah oui, d'accord, ouais, donc là... Non, t'as pas de vie de famille, parce que si tu l'as pas faite avant, etc., c'est impossible, en fait. Personne comprend. J'ai eu des copines, etc., mais c'est incompréhensible. Limite, elle te croit pas. Ah non, mais elle te croit pas. Hello, je suis à New York. Hello, je suis à... Oui, t'as une deuxième vie, c'est pas possible. T'as une deuxième vie où t'es agent secret. Ouais. C'est inconcevable dans le monde normal du travail. Et puis t'es appelé, et puis des fois t'es à 1h du matin au téléphone, le week-end. Voilà, donc c'est inconcevable. Donc c'est très compliqué pour construire une vie. Donc, et j'arrivais à un âge, 33, 34 ans, où je me disais, bon, si je veux construire une vie de famille, à un moment donné, il va falloir que je fasse autre chose. Et puis aussi, je pense que ce qui est particulier, c'est que moi, j'avais déjà eu quelque part une expérience de ce que, entre guillemets, le monde réel. L'entreprise industrielle, voilà, où on est là dans la durée, on n'est pas de passage, etc. Et le fait d'évoluer dans le conseil, où à un moment donné, on commence à travailler avec des dirigeants et où on est dans ce truc de coaching, moi, je commençais aussi à avoir un peu la frustration de l'opérationnel. C'est-à-dire que, en gros, j'étais sur siège passager et j'étais le copilote en disant... là, tu voulais conduire la grosse voiture. Et à un moment donné, tu as envie de conduire la voiture parce que des fois, tu te rends compte que le pilote, il a une limite, il va freiner un petit peu trop tôt, tu vois, et que toi, tu aurais fait peut-être 2% différent. Et donc, tu as envie de repasser de ce côté-là. Donc, la question professionnelle et puis aussi la question personnelle, à un moment donné, fait que je me suis dit, bon, j'ai envie de retrouver quelque chose de plus... Donc, tu as voulu lâcher un gros salaire pour un salaire un peu moins important. Alors, je savais très bien qu'en quittant le conseil, mon salaire, j'allais le diviser par 2 ou par 3. Et c'est ce qui s'est passé ? Bien sûr, c'est ce qui s'est passé. C'est dur. C'est dur, mais... Tout le monde ne fait pas ça. Hein. Y a beaucoup de consultants qui ne quittent pas le conseil parce que dès qu'ils discutent et qu'ils
ils disent oulala, mais voilà. Mais je pense que c'est une erreur parce que c'est un mauvais calcul parce que d'abord, à un moment donné, rester pour des mauvaises raisons et faire quelque chose, que ce soit dans le conseil ou dans n'importe quel, pour des mauvaises raisons, c'est jamais bon. C'est jamais bon pour soi, pour sa santé mentale, pour sa santé physique. Donc à un moment donné, quand on dit faut que je passe à autre chose, il faut passer à autre chose. Et après, l'autre raison, c'est que, encore une fois, moi, le salaire, ça a toujours été la conséquence de mon travail, de ma performance, à la etc. fin, c'est une réalité. Oui, c'est une réalité. Mais un jeune qui est issu d'une famille modeste ou même moyenne, à la fin, il faut qu'il se projette. Il se dit, tiens, moi, j'aimerais bien gagner de temps pour avoir une maison, une belle voiture, voyager, avoir une famille, etc. Donc oui, c'est la conséquence. C'est la conséquence. Mais moi, je me suis jamais projeté en me disant... Mais toi, tu dis que si tu travailles bien et que tu cherches la performance et l'excellence, le salaire, il va suivre. Il y a personne qui est très bon et qui a un salaire moyen. Ça n'existe pas. Exactement. Mais un profil comme toi, à 40 ans, il espère gagner combien environ ? À 40 ans je sais pas, c'est vraiment... Non, mais un profil similaire au tien. Quand tu avais 40 ans, à peu près, c'est combien ? C'est quoi la fourchette ? C'est 150 000, 200 000. Bah, c'est bien ça. Ouais, c'est bien. Ça peut motiver un jeune. Bien sûr. Non, mais je pense qu'il faut avoir cette ambition. Mais je vais être assez provocateur. J'ai souvent été surpris par mes augmentations de salaire. Oui, parce que tu ne cherchais pas ça. Parce que je ne cherchais pas ça. Mais parce qu'on me disait... En plus, donc ça veut dire, en fait, surprise, ça veut dire que plus que ça, c'est-à-dire qu'en cherchant juste à bien faire son travail et à être bon, t'es surpris parce qu'on t'appelle. On te sollicite, on dit tiens, il y a tel job. Mais tel job. Mais au-delà de ça, c'est que t'es jamais déçu. Parce que t'attends rien. Exactement. Ouais, mais moi, je te dirais aussi, attention, parce que tu sais, tu sais mieux que moi, dans les grandes entreprises, il y a aussi les jeux politiques. Souvent, moi, quand j'ai commencé chez 3M, comme tu disais, moi, j'observais beaucoup, tout. J'étais une machine, j'observais tout. Et je voyais des gens qui étaient super bons, qui étaient maltraités, pas valorisés, et des gens qui bossaient mal. Alors, mais mal, hein. À mon deuxième point. Et là, je voyais que le gars était valorisé, il passait du temps avec les responsables. Je dis, mais oh, c'est quoi le monde? Et là, moi, j'ai adoré. J'ai adoré regarder ça, les jeux politiques. Tu sais, c'est comme un jeu, quoi. Et donc, je me dis, 50% du temps, 50% de ta réussite, c'est quand même le résultat. Mais il y a 50%, tu dois montrer que t'es bon. Bien sûr. Non, mais tu dois montrer que t'es bon. Ah bah oui. Et surtout, parce que, comme je dis, mon salaire, quand il a évolué, souvent, ça a été, je m'y attendais pas, etc. Par contre, il y a des moments où j'allais voir mon boss et je disais, attends, tu m'as pris pour ce job. Tous les gens de l'équipe là autour de moi, ils ont 15 ans de plus que moi. Je sais que je ne suis pas payé comme eux. Pourquoi ? Parce que t'es jeune. Parce que t'es jeune. Je dis, mais attends, tu m'as pas pris parce que je suis jeune. Tu m'as pris parce que je suis compétent. Tu m'as pris parce que tu estimes qu'il n'y a personne d'autre que moi qui peut faire ce job-là. Donc, il faut me payer en conséquence. Donc, la question... Mais t'as pas dit, mais tu comprends, il y a des règles, il y a des... Bien sûr. Il y a des grilles. Et pendant des années, j'ai été payé moins. Mais il y a deux choses. Tu as été payé plus que si tu n'avais rien dit. Il y a faire ce qu'il faut, il y a faire son travail et le salaire viendra. Mais il y a aussi savoir dire les choses et savoir demander les choses de manière argumentée, correctement et de manière basée sur des faits. Mais il y a des gens qui ont la compétence et il faut pas avoir peur de dire écoute, voilà, quand je fais l'addition, voilà tout ce que j'apporte, voilà ma contribution. Ça serait bien qu'on regarde. Et très souvent, j'ai constaté que les managers, en fait, ils se rendent même pas compte. C'est-à-dire, c'est quand on va leur voir, ils disent ah bah ouais, tiens, c'est vrai, maintenant que tu me le dis, on va regarder. Et très souvent, si on vient avec des arguments et qu'on est factuel, il y a une réponse. Et donc, je pense que c'est un équilibre entre il faut pas travailler pour l'argent et il faut pas se dire je vais là parce que je vais gagner. Parce que souvent, on va finir par faire des mauvais choix. Par contre, quand la performance est là, quand le résultat est là, il faut pas avoir peur de dire attends, regarde. Donc, tu sors de chez McKinsey et tu te retrouves chez Sanofi. Et je me retrouve chez Sanofi dans une division qui s'appelait Merial et qui était la division santé animale de Sanofi. Et là encore, j'ai fait plein de choses chez McKinsey, plein d'industries, etc. Mais je n'ai pas fait de pharma. C'est une des seules industries que je n'ai pas fait. Et encore moins de santé animale. Mais là, je rencontre le nouveau CEO de cette division qui cherchait quelqu'un avec un profil comme le mien, qui avait fait de la transformation de grandes entreprises, etc.
et de transformation de performance et qui devait transformer cette division et qui cherchait quelqu'un pour travailler avec lui. Je ne connais pas le gars, je ne connais pas la boîte, je ne connais pas le secteur, je ne connais personne. Juste mon CV qui est passé, il m'appelle, il me dit tiens, j'y vais. Je me dis bon, soit c'est quelqu'un qui veut juste que je lui fasse des PowerPoint et qui veut un assistant, quoi. Un assistant, un porte-serviette, soit c'est quelqu'un qui veut travailler avec moi. J'ai une réunion d'une demi-heure, on discute pendant 1h30, un super fit, je dis j'ai envie de travailler avec ce gars. L'humain, toujours. Voilà. Ce gars va m'apprendre des choses, il a compris ce que je pouvais apporter, il a l'air de vouloir travailler avec moi parce que d'un entretien de 30 minutes, on est passé à presque 2 heures. Ah, c'est clair. Et donc, voilà, il me fait rencontrer 2-3 autres personnes dans l'entreprise où tout de suite aussi, je me dis, culturellement, ça me plaît, et j'y vais. Et je connais rien dans cette industrie. Et je me retrouve dans l'équipe du PDG à devoir apprendre une nouvelle industrie. C'est une boîte qui fait combien de chiffre d'affaires à ce moment-là? C'est une boîte qui fait à peu près 3 milliards de chiffre d'affaires. Non, c'est pas une petite boîte. C'est pas une PME. Donc là, tu es l'adjoint, on va dire. Je vais dire, dans l'équipe, dans ce qu'on appelle le CEO Office. Il a un Chief of Staff, mais on est dans une petite équipe de 3-4. Resserrée. Voilà, avec une boîte qui fait le directeur financier, voilà, où on se dit... Donc, très haut niveau, une grosse boîte, dimension internationale. Ouais. Et tu restes combien de temps? Je reste 3 ans et demi, 4 ans. Pendant 1 an, on a complètement retransformé la stratégie, l'organisation, la gouvernance, la gestion de la performance, l'innovation, le portefeuille. Voilà, on a tout transformé et on a réussi à retourner la performance. Donc, c'est ça. Et donc, ça a été un tel succès que le PDG de Sanofi s'est dit, en fait, cette division, elle a pris beaucoup de valeur. Et nouvelle stratégie du groupe Sanofi de se recentrer sur la santé humaine. Et donc ils l'ont vendu. Et donc, ils l'ont vendu. En fait, ils ne l'ont pas vendu, le terme en anglais, c'est swappé. Donc, ils l'ont échangé avec des produits d'une autre boîte qui s'appelle Boehringer Ingelheim. Donc, en fait, Sanofi a donné la santé animale, a donné Merial à Boehringer Ingelheim. Et en échange, Boehringer Ingelheim a donné des produits de santé grand public à Sanofi. Je savais pas que ça se faisait, ça, des swaps d'activité. Swap d'activité. Donc tu valorises et tu... Et après, avec du cash pour compenser, etc. Et donc, je devais partir avec cette société, partir avec cette société Boehringer Ingelheim. Mais à l'époque, le patron industriel de Sanofi, qui était donc au COMEX de Sanofi et qui du coup passait régulièrement dans les usines des différentes divisions, on avait pu avoir des interactions, on avait pu aller ensemble dans des usines de Merial et je lui avais pu lui montrer ce que je faisais, ce que je transformais, etc. Et donc, il m'appelle et il me dit, écoute, reste chez Sanofi et tu prends la direction de cette nouvelle division qui est l'accumulation de la santé grand public de Sanofi et de ces produits qui viennent de Boehringer Ingelheim. Voilà. Et donc, tu rejoins mon équipe, tu prends la tête de cette division et tu restes chez Sanofi. Et donc, on a été peut-être 2 ou 3 à ne pas partir. Et combien de personnes, là, tu gérais? Et donc là, je me retrouve à la tête d'une équipe de 5000 personnes avec 12-13 usines. Dans le monde. Dans le monde, voilà. Donc tu gérais 5000 personnes, pas en direct, mais tu étais responsable de 5000 personnes. Ouais. C'était quoi l'intitulé de ton poste à ce moment-là? C'était directeur industriel santé grand public. Et donc ensuite, je suis resté dans cette division. Cette division, elle faisait complètement partie de Sanofi, mais la santé grand public, c'est assez différent. En fait, c'est les produits qu'on achète en pharmacie sans ordonnance. Donc c'est Doliprane, quoi. Alors Doliprane a la spécificité d'être donné par ordonnance, mais aussi qu'on peut acheter sans ordonnance. Mais il y a plein d'autres produits qu'on achète sans ordonnance, mais qui est aussi dans beaucoup de pays, comme par exemple aux États-Unis, en grande surface. Aux États-Unis, dans les parapharma, etc. Mais même Walmart, voilà. Et donc, c'est très différent de l'industrie pharmaceutique, où l'industrie pharmaceutique, finalement, c'est le médecin qui prescrit. Nous, notre consommateur, c'est le consommateur direct qui va à la pharmacie, qui va dans son Walmart ou n'importe quel supermarché et qui va prendre nos produits. Donc, il y a quelque part un disconnect stratégique. Et donc, à un moment donné, pour donner sa place et donner la stratégie dont elle a besoin à cette division, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait ce qu'on appelle un carve-in, c'est-à-dire qu'on a rendu cette division autonome chez Sanofi et totalement intégrée chez Sanofi. Et donc, pendant 3 ans, on a transformé
cette division pour en faire une division totalement autonome chez Sanofi, ce qui a permis d'avoir une stratégie en propre, etc., etc. Et ce qui nous a permis de croître et de croître mieux que la moyenne de l'industrie. Et donc, il y a eu tout un mouvement ensuite dans l'industrie pharmaceutique de sortie de l'OTC et de la santé grand public, avec par exemple des créations de sociétés comme Kenvue, Haleon, etc. Et donc, à un moment donné, a été prise la décision pour que cette division puisse encore aller plus loin et plus vite et se sortir de ce giron et de cette stratégie pharma, d'en faire une société indépendante. Et donc là, on est parti dans un processus qui s'appelle un processus de carve-out, qui a été en fait d'en faire une société à part entière, autonome et indépendante de Sanofi. Et donc, toi aujourd'hui, quel est ton rôle dans cette entreprise ? Donc moi, je suis au comité exécutif d'Opella. Je suis en anglais Chief Operating Officer, donc en charge de toutes les opérations. Donc j'ai la responsabilité des usines, de toute la production, de la production, ce qu'on appelle production interne, donc ce que font nos usines, mais aussi de la production externe, parce qu'on utilise des sous-traitants qui aussi font des produits pour nous. La responsabilité de la qualité de toute la société, puisque la qualité, elle est de bout en bout, hein, end-to-end, on regarde l'ensemble de la qualité. Et là, c'est comme une personne ? Et donc, on est toujours sur à peu près 5000 personnes. Voilà, et la supply chain aussi, end-to-end. Et donc, voilà, l'idée, mon rôle, c'est de produire en temps, en heure, au meilleur coût et à la qualité parfaite, les produits dont les consommateurs ont besoin sur leur étal. Et avec tout ça, tu arrives à construire une famille parce qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais il doit pas avoir de vie de famille, il donne tout pour son entreprise. Qu'est-ce que tu réponds justement à ces jeunes qui pourraient te dire ah mais c'est un grand carriériste, il aime que la performance, l'excellence, comme le sport, mais en fait la vie c'est pas ça, c'est aussi la famille, les amis, la famille. Comment t'as réussi à jongler avec les deux ? Je pense que une des choses que m'a aussi appris le sport, c'est à segmenter. C'est-à-dire que quand je fais du sport, quand je m'entraîne, je suis dans ma bulle. D'abord, je ne peux pas progresser, je ne peux pas faire performer si je ne suis pas 100% focus sur ce que je suis en train de faire. Quand je suis dans un entraînement, je ne peux pas regarder une vidéo, je ne peux pas écouter de la musique. Je suis, parce que je suis toujours à essayer de trouver, de réfléchir à ce que je fais, etc. Donc, d'abord, c'est d'arriver à segmenter. Oui, mais avec toutes les responsabilités que tu as, les voyages, l'intensité que ça a, est-ce que tu arrives à avoir du temps justement pour ta femme, tes enfants, ta famille, tes amis ? J'ai du temps. Alors, est-ce que tu as une formule justement pour avoir cet équilibre-là ? Alors, ma formule, c'est que déjà, on ne peut pas tout faire. Donc, par exemple, je n'ai pas Netflix. Netflix, je ne sais pas ce que c'est. Je consacre du temps au sport. Je consacre du temps à ma famille. Mais je ne peux pas tout faire. Il y a des choses, je sais que je ne peux pas les faire. Mais j'investis là où c'est important pour moi, pour mon équilibre et pour l'équilibre de ma famille. J'ai la chance de pouvoir partir du travail, d'aller chercher mes enfants à l'école et de passer un moment dans la soirée avec mes enfants, de faire les devoirs, de leur faire à manger et une fois qu'ils sont couchés, de me remettre au travail. Et voilà, j'ai une assistante, j'ai de l'aide. Si à un moment donné, je dis là c'est 2 heures, là je les bloque pour ma famille, bien sûr s'il y a une urgence, il y a une urgence. Et bien sûr, il y a des soirs où mes enfants, je leur dis écoutez là, j'ai une réunion urgente, vous restez tranquille et pendant une demi-heure et je viens vous voir après. Et d'ailleurs, je les remercie, ils sont super sympas et ils comprennent très bien. Tu sais que là, ta famille va regarder ce podcast. mais c'est arriver à être, en fait, à être présent dans ce qu'on fait. Donc, c'est quand tu fais quelque chose, tu le fais bien, tu le fais à fond, donc focus. Et en même temps, tu dois trouver un certain équilibre. Ouais. Et en même temps, je sais très bien, mais ça, c'est moi, c'est ma personnalité. Si, par exemple, pendant 3 jours, je ne vais pas pouvoir faire de sport, et ça va commencer à être compliqué. Je vais commencer à être nerveux. Parce que pour moi, c'est ton équilibre. C'est mon équilibre, c'est ma soupape de décompression. C'est mon moment où je suis dans ma bulle et je connecte le physique et l'esprit. Voilà. Donc, il faut aussi apprendre à se connaître et à se dire, c'est quoi ce qui fait mon équilibre ? Il y a des gens, ils vont avoir besoin 2 fois par semaine d'aller voir un film au cinéma. Il y a des gens, ils vont avoir besoin d'aller marcher dans la forêt le week-end. Ce qu'il faut, c'est se connaître et comprendre, de se dire, c'est quoi, moi, ce qui me fait mon équilibre et ce qui fait que quand je vais retourner au boulot et que je vais appuyer sur le bouton on, là, je vais être performant parce que j'aurai rechargé, j'aurai
j'aurai compartimenté et je serai disponible pour ce que je fais. Est-ce que tu as une routine spécifique dans le travail ou dans ta vie perso? Pas une routine beauté, hein, je te rassure. Non. J'essaye, et ça a été ma compagne aussi. Par exemple, une des choses que je fais, c'est de ne pas allumer mon téléphone le matin. Pourquoi? Parce que mon rôle, les usines et le monde ayant un rôle global, en fait, ça tourne 24/24. Donc, si je me lève le matin et que le premier truc que je fais, c'est que j'allume mon téléphone, entre les heures où j'aurai dormi, il se sera passé plein de choses et j'aurai de toute façon des mails. Parce que même si je dis aux gens, on essaye de ne pas envoyer de mails entre 8h du matin et 19h, en Australie, au Japon, à un moment donné, c'est... Voilà. Mais l'idée, c'est de prendre du temps pour soi, de se dire, non, mais je me lève, je prends du temps, je petit déjeune avec mes enfants, j'ai un moment, voilà, je les emmène à l'école et à un moment donné, là, je me connecte et là, je regarde. Voilà. Et donc, il faut se forcer aussi. C'est beaucoup de discipline. C'est de la Comme discipline. le sport, quoi. C'est de la discipline. C'est aussi là où la famille elle est importante parce que des fois, à un moment donné, on va avoir des périodes de stress, des périodes où il va y avoir un gros projet, puis on va sortir un peu de son truc. Et c'est là où aussi, c'est hyper important que la famille elle dise hop, attends, regarde. Donc, c'est là aussi où c'est important de discuter, d'avoir du feedback, d'échanger et de revenir sur la voie, quoi. Graphique, en fait, tu as une spécificité qui est quand même assez unique, c'est que tu as participé aux Jeux Olympiques sous la bannière de l'Algérie. Ouais. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé, cette expérience incroyable. Encore une fois, c'est un mélange de travail et d'opportunités et de chance. Je pense que alors j'ai une double nationalité, j'ai la nationalité française, la nationalité algérienne. Mon lien avec l'Algérie, il est assez distendu parce que j'y suis parti petit, j'ai grandi en France, j'ai fait mes études en France, etc. Mais ça reste mes racines, ça reste le pays où je suis né, ça reste une histoire et qui est bien sûr particulièrement forte entre la France et l'Algérie. Donc j'avais à un moment donné envie de reconnecter avec l'Algérie. Et même si j'avais un très bon niveau au niveau national français, d'abord j'avais fait ce choix de ne pas tout mettre dans le sport. Et donc une des particularités, c'est que je m'entraînais tous les jours, mais je ne faisais pas d'entraînement bicotidien parce que j'étudiais à côté, je travaillais à côté, ce n'était pas possible. Donc je pense que vu mon investissement, j'avais une limitation. Et puis très sincèrement aussi, je pense que j'avais un potentiel qui faisait que je ne faisais pas partie en tout cas dans ma catégorie en aviron, il y avait que les deux meilleurs par pays, les deux meilleurs Français qui pouvaient, puisque je ramais en poids léger, et qu'aux Jeux Olympiques, il n'y avait que le double poids léger pour les poids légers. Donc, je faisais peut-être partie des 10, 15, 20 meilleurs, mais pas des deux. Mais pas des deux. Donc, un jour, il y a quelqu'un qui t'appelle. Et donc, un jour, il y a quelqu'un qui m'appelle. Et quelqu'un qui m'appelle, parce que d'abord, j'avais performé au niveau des championnats de France, j'avais été plusieurs fois champion de France élite, j'avais fait plusieurs podiums avec des gars qui, eux, allaient aux Jeux Olympiques, en ayant battu des gars qui avaient fait les Jeux Olympiques et qui avaient, dans certains cas, été médaillés aux Jeux Olympiques. Donc voilà, c'est là où on se confronte et on voit le vrai niveau. Et donc, à un moment donné, je suis contacté par quelqu'un qui me dit « Écoute, voilà, je suis dans le même cas que toi. J'ai fait les Jeux de Sydney en 96 pour l'Algérie. Je vis en France comme toi. Et en fait, la fédération algérienne, elle cherche des gens pour montrer le potentiel du sport en Algérie, pour trouver des talents et pour avoir des modèles. Et pour avoir des gens qui ont le niveau de se qualifier pour les Jeux Olympiques. Parce que les Jeux Olympiques, il faut se qualifier. Voilà. Et donc, je sais que l'équipe de France, j'ai pas d'avenir en équipe de France, et que j'ai ce moyen d'abord de peut-être faire les Jeux Olympiques, mais aussi quelque part de connecter avec le pays où je suis né. Et donc je me dis banco, et ça va me donner aussi l'accès à l'aviron au niveau international et de découvrir encore une fois un nouveau champ, un nouveau niveau. Là, t'as quel âge ? Là, j'ai 21 ans. Et donc tu passes tes qualifications. Et donc d'abord, je rejoins l'équipe d'Algérie et il y a une première compétition qui sont les championnats d'Afrique en Afrique du Sud, où là je suis testé dans plusieurs bateaux et où en fait je fais 2 courses et je fais 2 médailles, 2 podiums.
donc tout seul en skiff et en double, et où assez vite, le staff me dit, écoute, on pense que vu tes temps, parce qu'il y a des tests par ailleurs, etc., sur machine, sur rameur, on pense que tu es le meilleur. Et donc, on aimerait que ce soit toi qui essaye d'aller gagner la place qualificative, puisqu'il y avait 2 places pour toute l'Afrique aux Jeux Olympiques en skiff, donc c'est-à-dire tout seul, mais en catégorie poids lourd. Et donc, ils me disent, écoute, voilà, on pense que c'est toi qui as le plus de chances de le faire. Donc, si tu es OK, on y va. Et donc, j'y vais. C'était en Égypte, sur le canal de Suez. Magnifique. Très particulier. Un jour où il y avait des vagues d'1 mètre, donc c'était absolument pas des conditions normales. Mais voilà, et j'ai réussi à prendre une de ces 2 places et à me qualifier. Voilà. Et donc, là, tu vas aux Jeux Olympiques en Australie, c'est ça? Ouais, et donc je vais aux Jeux Olympiques à Sydney. Là, qu'est-ce que tu ressens quand tu gagnes? Qu'est-ce que tu ressens quand tu portes ce maillot de ton 2e pays, quoi? Ton premier, enfin bref, ton d'un pays, des 2 pays. D'un des 2 pays. Et qu'est-ce que tu vois dans les yeux de tes parents quand tu es qualifié, quoi? Alors, je pense que ce que je vais te répondre va beaucoup te surprendre. D'abord, la première chose que je pense quand je suis qualifié, je me dis, je suis qualifié. Maintenant, je connais le monde du sport. C'est le bateau qui est qualifié. Donc, tant que je ne suis pas à Sydney, à l'ouverture des Jeux, dans le stade, en train de défiler dans les Jeux, je ne fais pas les Jeux. Pourquoi? Parce que le monde du sport, c'est comme ça. C'est-à-dire? C'est qu'il y a des jeux politiques, il y a des influences, il y a des préférences, il y a des blessures. Il y a 6 mois entre le moment où je me qualifie pour les Jeux et les Jeux. Je me qualifie au mois d'avril-mai. Tu es qualifié, à part une blessure, il n'y a rien d'autre. Mais c'est le bateau qui est qualifié. C'est pas toi? C'est pas forcément toi. Ah bon? Je peux te parler, très bon exemple. Équipe de France, le double poids léger équipe de France, plusieurs fois champion du monde. En 2015, ils sont 2, ils gagnent les championnats du monde haut la main. Aux Jeux Olympiques l'année suivante, ils gagnent les Olympiques. Un des 2 qui est champion du monde l'année suivante, qui a qualifié le bateau pour les Jeux Olympiques, il n'est pas dans le bateau. Ah ouais, d'accord. Ok, donc là, tu prends ça avec beaucoup de froideur. Beaucoup de recul. Je me dis, bon, ouais. Okay. Check, c'est bien, c'est fait, mais c'est pas fini. Mais c'est pas fini. Ok, donc là, tu vas à Sydney, tu rentres dans le bateau. Là, je vais à Sydney, et là, une fois que je suis dans le stade et que je défile, à l'ouverture des JO, là, je me dis, là, j'y suis. Et ton père, quand il a su tout ça, il Alors, t'a je encouragé, il t'a dit bof. Mais mon père, en fait, mes parents ont toujours été très distants de mon sport. Et c'est aussi quelque chose pour lequel je les remercie, parce que j'ai vu beaucoup de sports, j'ai vu beaucoup de situations dans le sport où c'était les parents qui projetaient leur désir de réussite sur leurs enfants et qui mettaient une pression énorme à leurs enfants, et où moi, j'avais des copains qui faisaient de l'aviron et du sport pas pour les bonnes raisons. Ils ont peut-être délaissé les études. Alors, c'est pas le cas dans l'aviron parce que c'est un sport amateur et que de toute façon, il y a rien d'autre. Mais oui, et je pense que le foot, c'est énormément ça. Je pense qu'il y a énormément de parents qui projettent le tennis, voilà, des petits, des 3 ans, un enfant à 3-5 ans, qui est de 5 ans, qu'est-ce qu'il il le fait pas parce qu'il en a envie, il le fait c'est parce que c'est ses parents qui lui disent. Et donc moi, j'ai eu cette chance que j'ai toujours eu beaucoup d'autonomie. Et quand même, là, ils te voient à la télé. Ouais, mais je pense qu'ils sont fiers, mais bon, ils savent que je vais pas gagner. D'accord. Ils sont contents, mais quand même. Mais ils m'ont jamais, ils ont jamais sauté au plafond. Ils m'ont dit c'est bien, voilà, c'est bien, bravo. Mais à ton avis, ils ont été le plus fiers de toi dans quel domaine? Je pense qu'ils ont été plus fiers de moi dans mon parcours professionnel, de relever ces épreuves, d'arriver à faire ces transitions, ouais. Je pense que c'est là où ils sont fiers de moi, et je pense que c'est au-delà, c'est d'être de l'adulte qu'on devient, parce qu'en fait le travail, je dis souvent aux gens, le métier qu'on a, le poste qu'on a, le titre qu'on a, tout ça c'est très éphémère. Demain on peut nous dire merci, au revoir, on passe à la personne suivante. Donc il faut aussi avoir du détachement par rapport à ça, et c'est un rôle, c'est une activité, c'est un moment, ça peut s'arrêter n'importe quand pour des tas de raisons. C'est comme le sport, on peut être blessé, on peut nous dire à un moment donné, on fait rentrer un autre joueur, on te remplace, et c'est pareil dans le monde du travail. Donc je pense qu'il faut avoir aussi ce détachement sur on n'est pas son travail, on n'est pas son rôle.
Et pour finir, si tu avais un conseil à donner, un conseil, le plus important à un jeune qui a 15-20 ans aujourd'hui. J'en donnerais 2. D'être soi-même, d'être authentique, de ne pas chercher à être quelqu'un d'autre et d'oser. D'oser aller voir des gens, d'oser faire des choix, d'oser prendre des risques. Et ça se passe toujours bien. Et des fois, on va se prendre un mur, on va tomber, mais c'est pas grave, parce qu'on aura appris quelque chose, etc. Donc, être soi-même, ne pas essayer de devenir quelqu'un d'autre, parce que ça se voit tout de suite, et oser. Et osez pas avoir peur de l'échec. Parce qu'en Ouais. fait, c'est pas de l'échec, c'est une expérience. Merci beaucoup, Rafik. J'ai voyagé avec toi pendant 2 heures. C'était incroyable. Et merci aussi d'être membre d'Atlas et de contribuer justement à ce programme Talent Up, qui, je le rappelle, est un programme pour inspirer les jeunes, accompagner les jeunes vers les parcours d'excellence et éventuellement les financer à travers des bourses ou des garanties bancaires. Bravo pour ton parcours. Bravo pour ce que tu as partagé avec nous et avec tous ces jeunes qui vont voir ce podcast. Et à bientôt. À bientôt. Merci.